Je m'appelle Sébastien, j'ai 35 ans, et il y a 3 mois, mon propre père m'a mis à la porte, moi et ma fille de 8 ans, Bella, du dîner de Noël, devant 15 membres de ma famille. Tandis que ma petite fille tenait encore sa serviette, attendant la grâce, mon frère Julien m'a regardé avec un sourire en coin et a dit « Pars et ne reviens jamais ». Puis ma mère, la femme qui m'a mis au monde, a ajouté « Noël est tellement mieux sans toi ». Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement levé les yeux vers eux et j'ai dit « Alors ça ne vous dérangera pas que je fasse ça ». 5 minutes plus tard, toutes les personnes qui venaient de nous chasser étaient à genoux, me suppliant de revenir sur ma décision. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, veuillez laisser un commentaire et me dire d'où vous regardez. Maintenant, laissez-moi vous ramener 18 mois en arrière, au jour où la pluie ne cessait pas de tomber. Le jour où j'ai enterré ma femme, Sarah. Je me souviens de l'odeur de la terre mouillée et des lys. C'est une odeur qui reste dans la gorge, recouvrant tout d'une couche de douceur écœurante. Je me tenais là, tenant la main de Bella si fort que ses phalanges devenaient blanches. Elle n'avait que 6 ans alors. Elle portait cette petite robe de velours noir que Sarah lui avait achetée pour un récital l'année précédente. Elle était trop petite maintenant, l'ourlet remontant un peu haut, mais je ne pouvais pas me résoudre à lui acheter des vêtements de deuil. Cela semblait trop définitif, trop. Le prêtre parlait du plan de Dieu et de meilleurs endroits. Mais tout ce que j'entendais était le bruit de la pluie frappant le cercueil en acajou. C'était un son rythmique, un tambourinage creux. Sarah était à l'intérieur de cette boîte. Ma Sarah, la femme qui riait quand elle brûlait le pain grillé. La femme qui pouvait faire un créneau avec un monospace dans un espace prévu pour un vélo. Partie. Juste comme ça. Un anévrisme. Les médecins ont dit une bombe à retardement. Nous n'avons jamais entendu de tic-tac. J'ai senti une main sur mon épaule. Lourde, ferme. Je me suis tourné, m'attendant à du réconfort. C'était mon père, Gérald. Il ne regardait pas le cercueil. Il me regardait. Sa mâchoire était serrée, cette veine familière palpitant dans sa tempe. Il s'est penché près, son souffle sentant le café rassis et les menthes poivrées. « Reprends-toi, Sébastien », siffla-t-il. Ce n'était pas un murmure. C'était un ordre. Les gens regardent. Tu as l'air faible. J'ai cligné des yeux, la pluie dégoulinant de mes cils. Papa, je viens de perdre ma femme. Et Bella a perdu sa mère. Il a rétorqué, sa voix basse et grinçante comme du gravier. Elle a besoin d'un père, pas d'une épave en pleurs. Les hommes ne pleurent pas en public, mon fils. C'est embarrassant. Tu veux que les gens pensent que tu ne peux pas gérer ça? Que tu n'es pas assez homme pour diriger cette famille maintenant? J'ai ravalé la boule dans ma gorge. C'était comme avaler du verre brisé. C'était Gérald. C'était toujours Gérald. Dans son monde, les émotions étaient un défaut, une erreur de fabrication qui devait être éliminée à coups de marteau. J'ai regardé autour de moi. La plupart des membres de la famille étaient là. Mes tantes, oncles, cousins, et là, s'arrêtant au bord du trottoir 20 minutes en retard, se trouvait une Porsche 911 argentée. Le moteur a rugi inutilement fort, brisant l'atmosphère sombre du cimetière. Mon frère Julien, l'enfant prodige. Il est sorti de la voiture, ajustant ses lunettes de soleil de designer, vérifiant sa montre avant même de regarder la tombe. Il s'est approché, ses chaussures en cuir italien crissant sur le gravier mouillé. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il ne s'est pas agenouillé près de Bella. Il s'est dirigé directement vers notre mère, Patricia, et l'a embrassée sur la joue. Le trafic était un cauchemar, a-t-il dit assez fort pour que la moitié de l'assistance l'entende. Un cauchemar absolu. J'ai dû prendre un appel de Tokyo en chemin. Tu sais ce que c'est. Maman lui a tapoté le bras, ses yeux doux d'une manière qu'il n'avait jamais quand elle me regardait. C'est bon, chérie. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. Je me suis retourné vers la tombe. Ma femme était en train d'être mise en terre et mon frère parlait du trafic à Tokyo. Plus tard, à la réception organisée chez mes parents, le fossé est devenu encore plus clair. La maison était un grand domaine de style colonial qui était dans la famille depuis 3 générations. C'était impressionnant, bien sûr, mais cela a toujours semblé froid, comme un musée où l'on n'avait pas le droit de toucher à quoi que ce soit.
J'étais dans la cuisine, essayant de donner un verre d'eau à Bella. Elle était assise sur un tabouret, balançant ses jambes, regardant dans le vide. « Papa ?» a-t-elle demandé, sa petite voix. Maman a froid. Mon cœur s'est brisé à nouveau. Je me suis agenouillé, ignorant le craquement de mes genoux. Non, bébé. Maman n'a pas froid. Elle est au chaud. Elle est en sécurité. Elle est morte, Bella. Une voix a dit depuis l'embrasure de la porte. Je me suis retourné. C'était Julian. Il était appuyé contre le cadre de la porte, tenant un verre de scotch qui, je le savais, coûtait plus cher que ma première voiture. Julian, ai-je lâché, me levant pour bloquer Bella de lui. Ne lui parle pas comme ça. Il haussa les épaules, prenant une gorgée. Les enfants sont résistants. Sébastien, ne la couve pas. Elle a besoin de connaître la réalité du monde. C'est dur. C'est brutal. Il me regarda, ses yeux balayant mon costume prêt à porter avec dédain. En parlant de brutal, tu as l'air horrible. Tu vas pouvoir gérer l'hypothèque de ta petite maison? Ou dois-je parler à papa d'un prêt pour toi? Je vais bien, Julian. Nous allons bien, n'est-ce pas? Il a ri. Un son sec et aboyant. Tu es architecte, Sébastien. Tu dessines des images. Le marché est en chute libre. Je dis juste de ne pas être trop fier pour demander de l'aide. Bien que te connaissant, tu vas probablement te noyer en silence. Il est parti, laissant l'odeur de son eau de Cologne chère dans l'air. J'ai donné de l'eau à Bella et je l'ai accompagnée au salon. C'est là que je l'ai entendu. Les murmures. Ma mère et Julian se tenaient près de la cheminée. Ils ne m'ont pas vu. J'ai fait une pause derrière une grande fougère en pot. Je n'aurais pas dû écouter. J'aurais dû continuer mon chemin. Mais quelque chose dans leur ton m'a arrêté. Elle ne peut pas élever cette fille seule, maman, disait Julian, sa voix basse. Tu sais ça, n'est-ce pas? Sébastien est faible. Il a toujours été le sensible. Sans Sarah, il va craquer. J'ai attendu que ma mère me défende, qu'elle dise « Non, c'est un bon père. Il l'aime. » Au lieu de cela, Patricia a soupiré. Le son d'une martyre. Je sais, Julian. Je sais. Il n'a pas ta force. Il n'a pas ton dynamisme. Je l'ai vu pleurer au bord de la tombe. C'était pathétique. Pathétique, a répété Julian. Peut-être devrions-nous discuter d'alternatives. Pour le bien de Bella, peut-être qu'elle devrait rester avec nous un moment. Ou peut-être que toi et papa devriez la prendre. Nous en discuterons plus tard, a dit maman, sirotant son vin. Laisse-le faire son deuil. Mais tu as raison. Il n'est pas équipé pour ça. Il ne l'a jamais été. Mon sang s'est glacé. Ma propre mère et mon frère discutaient de me prendre ma fille le jour des funérailles de ma femme parce que j'avais osé pleurer. J'ai attrapé la main de Bella. Viens, ma chérie. Nous partons. Mais papa, nous n'avons pas eu de gâteau, a-t-elle murmuré. Nous prendrons une glace en rentrant à la maison, ai-je dit, ma voix tremblante. Juste nous deux. Je suis sorti de cette maison sans dire au revoir à personne. Je ne savais pas alors que ce n'était que le début. Je ne savais pas que le deuil allait être remplacé par une guerre. Une guerre pour ma dignité, ma fille et ma survie. Pendant les 3 mois suivants, le silence de ma famille fut assourdissant. Ils n'ont pas appelé pour prendre de nos nouvelles. Ils n'ont pas proposé d'aider pour les repas ou les trajets scolaires. Il n'y avait que moi et Bella, naviguant dans un monde qui avait soudainement perdu ses couleurs. Puis la lettre est arrivée. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que le mardi, c'était la soirée tacos, le plat préféré de Sarah. Je triais le courrier, jetant les prospectus indésirables dans le bac de recyclage. Quand j'ai vu l'enveloppe de la compagnie d'assurance, je l'ai regardée longtemps. Sarah et moi avions souscrit des polices d'assurance quand Bella est née. Juste au cas où, avait dit Sarah, pour que nous n'ayons jamais à nous inquiéter. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. Je m'attendais à quelque chose, bien sûr, mais je n'avais pas regardé les chiffres depuis des années. Le chèque à l'intérieur était de 2,5 millions de dollars. Je me suis assis lourdement sur le sol de la cuisine. 2,5 millions de dollars.
C'était une fortune. C'était la liberté. C'était le fonds universitaire de Bella, une hypothèque remboursée, un filet de sécurité qui pouvait nous durer toute une vie. Mais en regardant tous ces zéros, tout ce que je pouvais penser, c'est que je rendrais chaque centime juste pour que Sarah franchisse la porte et se plaigne du trafic. J'ai déposé le chèque le lendemain matin. Je n'ai dit à personne, ni à mes amis, et certainement pas à ma famille, mais les secrets dans une petite ville ont une façon de fuiter. Ou peut-être que ma famille avait juste un sixième sens pour l'argent. 3 jours après que le dépôt a été compensé, mon téléphone a sonné. Sébastien. La voix de ma mère était joyeuse et pétillante. Comment vas-tu, chérie? Ça fait trop longtemps. J'ai tenu le téléphone éloigné de mon oreille, confus. Maman, ça fait 3 mois. Tu n'as pas appelé une seule fois. Oh, ne sois pas bête. Elle a ri, rejetant ma douleur sans effort. Nous t'avons donné de l'espace. C'est ce dont tu as besoin quand tu es fragile. Mais écoute, papa et moi parlions. Tu nous manques. Bella nous manque. Viens dîner ce dimanche. Je fais du rôti de bœuf. Je ne sais pas, maman. Absurde. Julien sera là aussi. C'est un moment en famille. Nous devons rester unis. J'ai regardé Bella, qui dessinait un portrait de notre famille. Juste nous deux maintenant à la table de la cuisine. Elle avait besoin de sa famille. Elle avait besoin de cousins et de grands-parents. Peut-être étais-je trop dur. Peut-être qu'ils se souciaient vraiment de nous. D'accord, ai-je dit contre ma meilleure intuition. Nous serons là. Ce fut la première erreur. Les dîners du dimanche sont devenus une routine. Pendant un mois, tout a semblé étrangement normal. Mieux que normal, en fait. Maman était attentive, posant des questions sur mes projets d'architecte. Papa ne criait pas. Même Julien semblait réduire son arrogance, bien qu'il garait toujours sa Porsche au centre de l'allée, de sorte que tout le monde devait la contourner. Mais il y avait des fissures dans le vernis. À table, maman empilait l'assiette de Julien avec les meilleurs morceaux de rôti de bœuf. « Tu as besoin de ta force, chérie, disait-elle, si fort qu'on l'entendait dans toute la ville. Puis elle me servait une portion plus petite. Généralement le bout, un peu sec. Tu as l'air un peu épais au milieu, Sébastien, disait-elle avec un sourire forcé. Peut-être devrais-tu réduire les glucides. Nous ne voulons pas que tu aies une crise cardiaque. Genre, eh bien, tu sais, nous avons besoin que tu sois en bonne santé pour Bella. C'était subtil, une pique enveloppée de préoccupation, un rappel que j'étais le faible, le malsain, celui qui avait besoin d'être géré. Puis la conversation a changé. C'était le 4e dimanche. Nous prenions le dessert, une tarte aux pommes, le plat préféré de Julien, bien sûr. Papa s'éclaircit la gorge. C'était un son comme un maillet frappant un bloc. Sébastien, commença-t-il, s'essuyant la bouche avec une serviette en lin. J'ai entendu des choses. Je posai ma fourchette. Quelle chose? À propos de tes finances, dit-il, me fixant des yeux. On dit que le règlement de l'assurance est arrivé. Je me raidis. Je ne leur avais pas dit. C'est privé, papa. La famille n'est pas privée, intervint Julien, se penchant en arrière sur sa chaise. Il fit tourner son vin, le liquide recouvrant le verre comme du sang. Nous sommes juste inquiets, Sébastien. C'est beaucoup de liquidité pour quelqu'un qui, soyons honnêtes, n'a jamais géré un portefeuille de cette taille. Je gère très bien, dis-je, ma voix tendue. Vraiment, demanda maman, les yeux grands ouverts avec une fausse inquiétude. Nous savons à quel point tu as été émotif. Le chagrin fait faire des choses folles aux gens. Nous ne voulons simplement pas que tu gaspilles l'avenir de Bella dans des distractions. Distractions. Je l'ai regardé, incrédule. Je vais travailler. Je rentre à la maison. J'élève ma fille. Quelle distraction? Nous disons juste, dit papa, sa voix s'endurcissant. Julien est un magicien de la finance. C'est le loup de Wall Street de cette famille. Regarde sa voiture. Regarde ses costumes. Le garçon connaît l'argent. Nous pensons qu'il est préférable que tu transfères les fonds sur un compte que Julien gère. Il peut le faire fructifier, le protéger,
le garder à l'abri des impulsions. J'ai regardé Julien. Il souriait. Un prédateur regardant une gazelle blessée. Je peux le doubler en 2 ans, Sébastien. Facile. Faible risque. Rendement élevé. Je renoncerai même à mes frais de gestion habituels. Parce que nous sommes frères. La pièce est devenue soudainement chaude. Ils ne demandaient pas. Ils encerclaient. J'apprécie l'offre, dis-je, essayant de rester calme, mais j'ai un conseiller financier. J'ai un plan. L'argent est bloqué pour l'université de Bella et ma retraite. C'est en sécurité. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Le visage de papa a viré au rouge, une couleur que je me souvenais de mon enfance. La couleur d'une violence imminente. Tu refuses l'aide de ton propre frère après que nous t'avons accueilli? Après que nous t'avons nourri? Je ne refuse pas l'aide, papa. Je refuse de céder le contrôle de ma vie. Tu es têtu, a claqué maman. Comme ton grand-père. Égoïste. Avant que la dispute ne dégénère, j'ai senti une main sur mon bras. C'était grand-mère Margaret, la mère de mon père. Elle avait 85 ans, une petite femme aux cheveux comme de l'argent filé et aux yeux étonnamment perçants derrière ses lunettes épaisses. Elle parlait rarement lors de ses dîners. La famille la traitait principalement comme un meuble, mais l'ignorait. Papa parlait souvent par-dessus elle. Maman roulait des yeux chaque fois que grand-mère demandait du sel. Sébastien, dit-elle, sa voix rauque. Aide-moi à aller à la cuisine, mon cher. J'ai besoin d'eau. Je vais le chercher, mère, dit Patricia, commençant à se lever. Non, dit grand-mère, étonnamment ferme. Sébastien le fera. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. Je l'ai aidée à se lever. Elle était légère comme un oiseau, s'appuyant lourdement sur sa canne. Nous avons marché lentement jusqu'à la cuisine, loin des regards indiscrets de la salle à manger. Dès que nous étions hors de portée de voix, sa prise sur mon bras s'est resserrée. C'était choquant de voir à quel point elle était forte. Elle m'a tiré près d'elle, sa voix tombant à un murmure. Ne leur fais pas confiance. J'ai cligné des yeux. Grand-mère. Sûrement. Sifflatait-elle, regardant la porte battante. Ils pensent que je suis vieille. Ils pensent que je suis sénile. Ils parlent devant moi comme si j'étais une lampe. Mais j'entends tout, Sébastien. Elle fouilla dans la poche de son cardigan et me pressa une serviette en papier froissée dans la main. Prends ça, murmura-t-elle. Je l'ai regardé. D'une écriture tremblante, il y avait un nom et un numéro, Marcus Webb. Et en dessous, 3 mots, ne fais confiance à personne. Qui est-ce, ai-je demandé. Un avocat, dit-elle. Un vrai, pas les escrocs avec qui ton frère joue au golf. Appelle-le demain. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Elle me regarda et pour la première fois je vis la peur dans ses yeux. Julien n'est pas un magicien, Sébastien, c'est un joueur. Et ton père? Ton père est désespéré. Il sent le sang dans l'eau. Ton sang. La porte s'ouvrit. Maman entra, son sourire forcé et faux. Tout va bien ici, demanda-t-elle, ses yeux allant de l'un à l'autre. Très bien, Patricia, dit grand-mère, changeant instantanément de comportement pour paraître fragile et confuse. Juste soif. Sébastien est un si bon garçon, aidant une vieille dame. J'ai mis la serviette dans ma poche. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Nous sommes retournés à table, mais je n'ai pas pu manger une bouchée de plus. J'ai regardé Julien, riant de sa propre blague, faisant tourner sa montre chère. J'ai regardé mon père, hochant la tête, la fierté rayonnant sur son visage. Ils sentent le sang. Les semaines suivantes, la pression s'est accentuée. Ce n'était plus seulement des conversations au dîner. C'était des appels téléphoniques, des messages. L'entreprise de construction de papa est en difficulté, ma mère Edith envoyait un SMS un mardi après-midi. Problème de chaîne d'approvisionnement. Il est stressé. Sa tension artérielle est au plafond. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose à cause du stress financier. Puis maman a appelé en pleurant. Les factures médicales, Sébastien, ma chirurgie de la hanche. L'assurance ne couvrira pas tout. Nous envisageons. Eh bien,
nous pourrions devoir vendre la maison du lac. Tu te souviens de la maison du lac où tu as appris à nager? Il n'avait pas de maison du lac. Il l'avait vendue il y a 10 ans, mais la manipulation était claire. Nous souffrons. Tu es riche. Arrange ça. J'ai essayé d'être le bon fils. Vraiment. Un soir, je suis allé chez eux. Gérald était assis dans son bureau, entouré de papiers, l'air vraiment épuisé. Papa, ai-je dit, debout dans l'embrasure de la porte. J'ai entendu parler du magasin, des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Il leva les yeux injectés de sang. C'est un désordre, mon fils. Juste un désordre. 30 ans que j'ai bâti cette entreprise. 30 ans. Et maintenant, pouf. Je veux aider, ai-je dit. Ses yeux se sont illuminés. Je le savais. Je savais que tu interviendrais. Julien a dit que tu étais têtu, mais j'ai dit, non, Sébastien est un Whitmore. Il fait ce qu'il faut. J'ai sorti mon chéquier. Je peux te prêter 50 000 $. Pas d'intérêt. Rembourse-moi quand le marché se redressera. Je peux écrire le chèque tout de suite. Je pensais qu'il serait soulagé. Je pensais qu'il serait reconnaissant. 50 000 $ était beaucoup d'argent. Cela pouvait résoudre les problèmes de trésorerie immédiats. Au lieu de cela, son visage s'est assombri. La veine violette sur son front palpitait. Seul? Il cracha le mot comme s'il était du poison. Tu veux prêter de l'argent à ton père? Comme si j'étais un cas de charité? Un mendiant dans la rue. Papa, ce n'est pas de la charité. C'est de l'aide. C'est exactement ce que tu as demandé. Je n'ai pas demandé l'aumône, a-t-il rugi, frappant du poing sur le bureau. J'ai demandé un investissement. J'ai demandé du capital. Julien a un plan pour restructurer la dette, pour s'étendre sur de nouveaux marchés. Nous avons besoin de 500 000 minimum pour bien faire les choses. 500 000 $. Je reculai. Papa, c'est un quart de l'avenir de Bella. Je ne peux pas juste risquer ça sur une expansion quand tu me dis que tu ne peux pas payer la facture d'électricité. Ce n'est pas un pari, a-t-il crié. C'est des affaires. Mon Dieu, tu es comme ta mère autrefois. Effrayé, petit, pensant petit. C'est pourquoi tu n'es qu'un architecte, Sébastien. C'est pourquoi tu vis dans cette petite maison. Tu n'as pas le courage de la grandeur. J'ai le courage de protéger ma fille, ai-je dit, ma voix calme, bien que mes mains tremblaient. Je t'offre 50 000 $. Prends-le ou laisse-le. Il se leva, me dominant de toute sa taille. Sors d'ici, Sébastien. Je lui ai dit. Sors d'ici. Si tu ne peux pas faire confiance à ta famille, si tu ne peux pas respecter ton père au point de le soutenir, alors sors de mon bureau. Je suis parti. J'ai conduit jusqu'à la maison avec les larmes qui me montaient aux yeux, serrant le volant jusqu'à ce que mes phalanges blanchissent. Je ne lui ai pas donné l'argent, et c'est à ce moment-là que la guerre froide s'est transformée en une guerre chaude. Quelques jours plus tard, je récupérais Bella à l'école. Elle courait généralement vers moi, son sac à dos rebondissant. Mais aujourd'hui, elle marchait lentement, traînant les pieds. Son visage était strié de larmes. Je me suis précipité vers elle, tombant à genoux. Bella, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a fait du mal? Elle secoua la tête, enfouissant son visage dans mon épaule. Elle sanglotait. Ces sanglots profonds et saccadés qui secouent tout le corps d'un enfant. Bébé, parle-moi, s'il te plaît. Grand-mère Patricia, étouffa-t-elle. Grand-mère, était-elle là? Bella hocha la tête. Elle est venue m'apporter un cupcake pour le déjeuner. Elle a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bella me regarda, ses yeux rouges et gonflés. Elle a dit qu'elle souhaitait que papa soit mort aussi. Le monde s'est arrêté. Les bruits de la cour de récréation, des autres parents, des voitures, tout est devenu silencieux. Quoi, ai-je chuchoté? Elle a dit. Bella prit une inspiration tremblante. Elle a dit qu'elle souhaitait que maman soit en vie et que tu sois mort parce que maman savait comment prendre soin de nous et toi non. Elle a dit que tu étais malade dans ta tête et que bientôt je devrais aller vivre avec oncle Julien. Ma vision s'est brouillée.
Une brume rouge s'est installée sur mes yeux. Je n'avais jamais ressenti une telle rage. Ce n'était pas de la colère. C'était un besoin primal, animal, de détruire ma propre mère. Elle était venue à l'école de ma fille, m'avait contourné et avait versé du poison dans l'oreille d'une enfant de 8 ans. Elle terrorisait une enfant pour m'atteindre, pour atteindre l'argent. J'ai serré Bella dans mes bras. La serrant si fort que j'avais peur de lui faire du mal. Écoute-moi, Bella. Regarde-moi. Elle me regarda, terrifiée. C'est un mensonge. Grand-mère a eu tort de dire ça. Je ne suis pas malade. Je ne vais nulle part. Et tu ne vivras jamais, jamais avec oncle Julien. Tu m'entends? Nous restons ensemble. Toi et moi toujours. Promis, murmura-t-elle. Je te le jure sur ma vie, ai-je dit. Je nous ai ramenés à la maison, mes mains tremblant sur le volant. Je ne suis pas allé chez mes parents pour leur crier dessus. C'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que j'explose, que j'aie l'air instable, pour prouver leur point de vue selon lequel j'étais émotif et faible. Au lieu de cela, je suis allé dans mon bureau, j'ai fermé la porte à clé et j'ai sorti la serviette froissée de mon portefeuille. J'ai composé le numéro. Cabinet d'avocat Marcus Webb. Une voix professionnelle a répondu. J'ai besoin de voir Marcus, ai-je dit. Ma grand-mère, Margaret Whitmore, m'a dit d'appeler. Il y eut une pause. Puis le ton de la réceptionniste a changé. Un instant, s'il vous plaît. Quelques secondes plus tard, une voix grave et résonnante a répondu. Sébastien, j'attendais votre appel. Pouvez-vous venir demain? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Temps pourquoi, ai-je demandé. Pour vous sauver, a dit Marcus. Avant qu'il ne vous dépouille complètement. Le bureau de Marcus Webb ne ressemblait en rien aux cliniques juridiques de centre commercial que mon père utilisait. Il était situé en centre-ville, au 40e étage d'une tour de verre surplombant la ligne d'horizon de la ville. Il criait la compétence. Il criait la puissance. Marcus lui-même était un homme d'une 50aine d'années, aux yeux perçants, portant un costume qui lui allait comme une armure. Il me serra fermement la main. Votre grand-mère est une femme remarquable, dit-il, me faisant signe de m'asseoir, vive comme l'éclair. Elle s'est inquiétée pour vous. Elle m'a dit de ne faire confiance à personne, ai-je dit. Est-ce si grave que ça? Marcus ne répondit pas immédiatement. Il ouvrit un dossier en cuir sur son bureau. Il me tendit une feuille de papier. Savez-vous ce que c'est? Je l'ai regardé. C'était un rapport de crédit, pas le mien. Ça, dit Marcus, c'est la situation financière de votre frère Julien. J'ai parcouru les chiffres. Mes yeux s'écarquillèrent. Cela dit qu'il est endetté. Des millions. Julien n'est pas un magicien de la finance, Sébastien, dit Marcus d'un ton sec. C'est un escroc. Il dirige une pyramide de Ponzi déguisée en société d'investissement de luxe. Il paie les premiers investisseurs avec l'argent des nouveaux, mais le puits s'est tari. Il est actuellement sous enquête par la SEC, bien qu'il ait réussi à garder le silence pour l'instant. Il doit de l'argent à des prêteurs privés. Le genre de prêteurs qui cassent des rotules, pas des codes de crédit. Mais la voiture, balbutiai-je. La Porsche, la Ferrari qu'il a conduite la semaine dernière. La Lamborghini Urus avec laquelle il est arrivé hier. Des locations, dit Marcus, ou du moins sous des sociétés écrans qui sont en défaut de paiement au moment où nous parlons. Il fait un spectacle pour attirer de nouveaux investisseurs. Et en ce moment, son plus grand investisseur cible, c'est vous. Je me suis senti mal. Et papa, l'entreprise. Marcus me tendit un autre papier. L'entreprise de votre père n'est pas en difficulté, Sébastien. Elle est partie. Il l'a hypothéquée au maximum pour renflouer Julien il y a 6 mois. Il a hypothéqué la maison de vos parents, celle où ils vivent, pour couvrir les dettes de jeu de Julien. Ils sont à 3 mois de la saisie. S'ils n'obtiennent pas une injection massive de liquidité avant le 1er janvier, ils perdront tout. La maison, le magasin, les voitures, tout. Je me suis assis, l'air quittant mes poumons. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était du désespoir. Ils n'essayaient pas de construire un empire. Ils essayaient d'arrêter un glissement de terrain.
Et j'étais le sac de sable qu'il voulait jeter sur le chemin. Alors quand maman a dit à Bella que j'étais malade. Il monte un dossier pour incompétence, dit Marcus, sa voix grave. J'ai fait quelques recherches. Julien a déjà contacté un médecin, un de ses amis, pour se renseigner sur le processus de déclaration d'incapacité mentale d'un membre de la famille en raison d'une psychose induite par le deuil. Leur plan est de vous faire déclarer inapte, d'obtenir la garde de Bella et, par conséquent, de prendre le contrôle du fonds fiduciaire et de l'argent de l'assurance. Ils ne veulent pas seulement l'argent, Sébastien. Ils sont prêts à vous détruire pour l'obtenir. J'ai pensé aux funérailles. Les gens ne respectent pas la faiblesse. Papa avait dit. Il avait mis cela en place depuis la mort de Sarah. Que dois-je faire, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Nous nous battons, a dit Marcus. Mais nous nous battons intelligemment. Nous ne crions pas. Nous ne hurlons pas. Nous les laissons creuser leur propre tombe. Il a tendu la main vers son tiroir et en a sorti une épaisse enveloppe. Votre grand-mère m'a donné ça. C'est l'option nucléaire, mais vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite. Vous devez attendre le bon moment. Vous devez les laisser montrer leur vrai visage à tout le monde. Quand? Noël, a dit Marcus, le dîner de Noël annuel des Whitmore. Toute la famille sera là. Des témoins. C'est là qu'ils agiront. C'est là qu'ils vous coinceront. Et c'est là que vous les enterrerez. J'ai pris l'enveloppe. Elle semblait lourde. Une dernière chose, a dit Marcus. Il a fait pivoter son ordinateur portable. J'ai réussi à accéder à des journaux de courriel. Ne me demandez pas comment. Lisez simplement. Je me suis penché. C'était une chaîne de courriel entre Julien et maman. L'objet, Opération Sébastien. Date, 2 semaines après les funérailles de Sarah. De Julien à Patricia. Maman, il est faible. Il pleure tout le temps. C'est pathétique, mais ça nous arrange. Nous devons pousser le récit de l'instabilité. Dis autant qu'il boit. Je m'occuperai du côté financier. Une fois que nous aurons la procuration, je pourrai effacer les dettes en 1 semaine. Nous avons juste besoin de le briser. De Patricia à Julien, j'y travaille. Je parlerai à l'école de Bella si nous pouvons obtenir qu'une conseillère dise qu'il la néglige. C'est fini. Assure-toi juste de sauver la maison, chérie. Je ne peux pas être sans abri à mon âge. Je l'ai lu 2 fois. Les larmes me brûlaient les yeux, mais ce n'étaient plus des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de clarté. Il l'avait appelée Opération Sébastien, comme si j'étais une cible militaire, comme si je n'étais pas leur fils, leur frère. J'étais juste un obstacle entre eux et une pile d'argent. Je suis partant, ai-je dit à Marcus. Quoi que vous ayez besoin, je suis partant. Les semaines suivantes furent un tourbillon de guerre psychologique. Je devais jouer le rôle. Je devais être le Sébastien faible qu'ils attendaient. Quand Julien faisait des commentaires désobligeants sur mes vêtements, je regardais mes chaussures. Quand papa me criait dessus à propos de mes devoirs familiaux, je balbutiais des excuses. Je les ai laissés penser qu'ils gagnaient. Mais chaque nuit, je documentais tout. Chaque SMS, chaque message vocal, chaque fois que maman laissait échapper accidentellement à une cousine que je luttais contre la dépendance. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. Ma cousine Rachel m'a envoyé un SMS, « Hey, Sébastien, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes avec le jeu. Si tu as besoin d'une réunion, je connais un gars. » Tante Betty m'a appelé, « Sébastien, chérie, est-ce vrai que tu n'as pas acheté de cadeau de Noël à Bella parce que tu as perdu l'argent en crypto ?» Il a fallu toute ma force pour ne pas crier la vérité. Mais j'ai tenu bon. Attendez Noël, avait dit Marcus, attendez le public. Puis vint l'ultimatum. 2 jours avant Noël, Julien s'est présenté à ma porte. Il n'est pas entré. Il est resté sur le porche, les flocons de neige saupoudrant les épaules de son manteau de cachemire. C'est ça, Sébastien, dit-il en me tendant un dossier. Procuration, transfert complet de la gestion des actifs. Signe-le. Et si je ne le fais pas? Alors ne t'embête pas à venir dîner à Noël, dit-il d'un air moqueur. Maman et papa en ont fini avec toi. Si tu ne signes pas ça, tu te coupes de tout. Pas de famille, pas de soutien,
juste toi et cette gamine seule au monde. Il s'est approché, son eau de colonne masquant l'air frais de l'hiver. Et honnêtement, tu n'es pas capable de l'élever. Regarde-toi. Tu es un désastre. Signe les papiers. Laisse les adultes gérer l'argent. Et peut-être que nous te laisserons la voir les week-ends une fois que nous aurons la garde. La garde, ai-je demandé. Ma voix tremblait. Une fausse tremblante. C'est déjà en marche, mentit Julien sans ciller. Les services de protection de l'enfance ont été appelés. Une dénonciation anonyme pour négligence. Drogue dans la maison. Ça va devenir moche, Sébastien, à moins que tu ne signes. Il a tapé le dossier contre ma poitrine. Apporte-le au dîner. Signé ou tu pars et ne reviens jamais. Il est retourné à sa Lamborghini Urus louée, le moteur rugissant comme une bête alors qu'il s'éloignait à toute vitesse. Je l'ai regardé partir. J'ai touché la poche où je gardais l'enveloppe de grand-mère. D'accord, Julien, ai-je murmuré à la rue vide. Je te verrai au dîner. La veille de Noël, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assis dans la chambre de Bella, regardant le va-et-vient de sa poitrine pendant qu'elle dormait. Elle serrait un ours en peluche que Sarah lui avait donné. Je ne les laisserai pas te prendre, ai-je murmuré. Je te le promets. Mon téléphone a vibré. C'était papa. SMS de papa. 23h45. Ne sois pas stupide demain. Fais ce qui est juste pour la famille où tu n'es plus mon fils. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé l'écran jusqu'à ce qu'il devienne noir. Le matin de Noël était gris et froid. Bella était silencieuse. Elle sentait la tension. On doit aller chez grand-mère, demanda-t-elle pendant que je lui tressais les cheveux. Oui, bébé, mais juste un petit moment. Et puis, après, tout va changer. Grand-mère Patricia va encore être méchante? Non, ai-je dit, un ton dur dans la voix. Personne ne sera plus jamais méchant avec toi. Je vais m'en assurer. Nous nous sommes rendus au domaine à 17h. La maison était parfaite, comme sur une image. Des couronnes dans chaque fenêtre. Des lumières blanches scintillantes le long du toit. Un énorme Père Noël gonflable sur la pelouse. C'était le rêve américain emballé et vendu. Mais en arrivant dans l'allée, j'ai vu les voitures. La Lamborghini Urus jaune de Julien était garée en diagonale sur 2 places, affirmée et odieuse. La Mercedes de papa, le camion d'oncle Tom. Je me suis garé dans la rue. Prête, ai-je demandé à Bella. Elle a pris ma main et l'a serrée. Prête. Nous avons marché le long du chemin. La neige craquait sous mes bottes. J'ai senti le poids de l'enveloppe dans la poche de ma veste. J'ai senti le téléphone dans l'autre poche, prêt à appeler Marcus. J'ai frappé. Maman a ouvert la porte. Elle portait une robe en velours rouge, l'air d'une matriarche. Elle m'a vu et son sourire a vacillé une fraction de seconde avant de revenir. Sébastien, tu es venu. Elle a regardé mes mains. Vide, pas de dossier. Joyeux Noël, maman. Elle s'est penchée pour me serrer dans ses bras, me murmurant à l'oreille. As-tu apporté les papiers? J'ai apporté quelque chose, ai-je dit. Elle s'est reculée, me regardant avec méfiance. Bien. Entre. Tout le monde attend. La maison était chaude et sentait la cannelle et le pain. Mes proches étaient dispersés dans le salon, tenant du lait de poule et du vin. Quand je suis entré, la conversation s'est tue. 15 pères Dieu se sont tournés vers moi. Certains étaient compatissants, ma cousine Rachel. Certains étaient hostiles, papa debout près de la cheminée. Certains étaient simplement curieux. Eh bien, regardez qui a enfin décidé de se montrer, a annoncé Julien, sa voix retentissante emplissant la pièce. Il s'est avancé, me tapant la main sur l'épaule. C'était une prise lourde et agressive. Le fils prodigue. Bonjour, Julien. Bois, proposa-t-il, sans attendre de réponse. Oh, attends. Peut-être pas. J'ai entendu dire que tu réduisais ta consommation d'alcool. Où devrait le faire? Quelques cousins ricanèrent. Tante Betty secoua tristement la tête. Je prendrai de l'eau, dis-je. De l'eau, alors, se moqua Julien.
Garde la tête froide. De grandes décisions ce soir, n'est-ce pas? Il me fit un clin d'œil. C'était un geste si arrogant, si sûr de sa victoire que j'ai presque ri. Grand-mère Margaret était assise dans son fauteuil habituel dans le coin. Elle avait l'air fragile, enveloppée dans un châle. Mais quand nos regards se croisèrent, elle me fit un signe de tête microscopique. C'est le moment. Le dîner est servi, a appelé maman. Nous nous sommes dirigés vers la salle à manger. La table était dressée avec la belle porcelaine, l'argenterie qui avait été polie à l'éclat d'un miroir. Papa était assis en bout de table, maman à l'autre bout, Julien était assis à la droite de papa. J'étais placé à l'extrémité, à côté de Bella, près de la porte de la cuisine. En gros, la section de la table des enfants. Le repas a commencé par des politesses tendues. Oncle Tom a parlé du match de football. Tante Sarah a complimenté la dinde, mais je sentais l'énergie monter comme un front de tempête. Julien vérifiait constamment sa montre. Papa buvait son vin trop vite. Il n'allait pas attendre le dessert. Ils étaient impatients. À mi-chemin du plat principal, Julien s'est levé. Il a tapé sa fourchette contre son verre de vin en cristal. Clinque, clinque, clinque. Désolé d'interrompre la frénésie alimentaire, a-t-il plaisanté, arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, mais nous avons quelques affaires de famille à régler. Désagréable mais nécessaire. La pièce est devenue silencieuse. Bella s'est recroquevillée sur sa chaise. Comme vous le savez tous, a commencé Julien, arpentant derrière sa chaise comme un avocat dans une salle d'audience. Notre famille a traversé beaucoup de choses cette année. Perdre Sarah a été une tragédie. Il a fait une pause pour les faits. Il se fichait de Sarah. Mais les conséquences ont été encore plus difficiles, surtout pour mon frère Sébastien. Il m'a désigné du doigt, tous les yeux se sont tournés vers moi. Le chagrin fait faire des choses terribles à un homme, a continué Julien, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Il trouble le jugement. Il conduit à de mauvaises habitudes. Nous avons tous entendu les rumeurs, le jeu, l'instabilité. Julien, ai-je dit calmement. Assieds-toi. Je ne m'assoirai pas, Sébastien. Il a claqué, le masque tombant. Parce que je me soucie trop de cette famille. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et te regarder jeter ta vie et l'héritage de Bella aux toilettes. Nous ne pouvons pas te regarder traîner le nom des Whitmore dans la boue. Il a tendu la main sous la table et a sorti le dossier. Il l'a claqué sur la nappe en lin. Ça se termine ce soir. Nous organisons une intervention pour ton propre bien. Une intervention? J'ai regardé autour de la table. C'est ce que c'est? C'est de l'amour, mon fils, a dit papa depuis le bout de la table. De l'amour vache. Tu n'es pas capable de gérer cet argent. Tu n'es pas capable d'élever Bella dans cet état. Tu as besoin d'aide. Signe les papiers, Sébastien, a dit maman, les larmes lui montant aux yeux. Elle était une bonne actrice. S'il te plaît, laisse Julien s'occuper des finances. Laisse-nous nous occuper de Bella pendant quelques mois jusqu'à ce que tu sois rétabli. Rétabli. Je me suis levé. Je ne suis pas drogué, maman. Je ne joue pas. Je suis architecte. Je travaille 60 heures par semaine. Déni, Julien. Première étape classique. Il a poussé le dossier vers moi, renversant une saucière. Signe devant tout le monde. Montre-nous que tu veux aller mieux. Non, ai-je dit. Le mot est resté suspendu dans l'air. Excuse-moi. Julien a cligné des yeux. J'ai dit, non, je ne signerai rien. Je ne vous donnerai pas mon argent. Je ne vous donnerai pas ma fille. Papa s'est levé, sa chaise raclant bruyamment le sol. Son visage était violet. Espèce de petite ingrate. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Après tout ce que nous avons fait, après que nous t'ayons couvert, tu oses me défier dans ma propre maison. Ce n'est pas de la désobéissance, papa. C'est de la vérité. La vérité est que tu es un perdant, a rugi papa. Tu l'as toujours été. Sarah était la seule chose qui te tenait debout. Et maintenant qu'elle est partie. Tu n'es rien. Tu es faible. Et je ne te laisserai pas ruiner la réputation de cette famille. Il a montré la porte du doigt. Sors d'ici.
Gérald, murmura grand-mère de son coin. Tais-toi, mère, cria papa. Il s'est tourné vers moi. J'ai dit, sors d'ici. Prends ta sale gamine et pars. Si tu franchis cette porte sans signer, tu es morte pour nous. Tu m'entends? Morte? Julien fit un sourire suffisant, croisant les bras. Tu as entendu l'homme, Sébastien, pars et ne reviens jamais. J'ai regardé maman. Maman. Elle tamponna ses yeux avec sa serviette, puis me regarda avec des yeux froids et durs. Ton père a raison. Tu as gâché Noël. Tu as tout gâché. Noël est mieux sans toi. Ça l'a toujours été. J'ai baissé les yeux vers Bella. Elle pleurait silencieusement, des larmes coulant dans sa purée de pommes de terre. Cela m'a brisé, puis cela m'a reconstruit. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai pris la main de Bella. D'accord, ai-je dit. Vous voulez que je parte? Je partirai. Bon débarras, marmonna Julien. Mais d'abord, ai-je dit, fouillant dans ma poche. Ça ne vous dérangera pas que je fasse ça. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appuyé sur la composition rapide. Maintenant, ai-je dit dans le combiné. Qui appelles-tu? Demanda papa. La police. Vas-y. C'est ma maison. Pas la police, ai-je dit, regardant ma montre. Mon avocat. Et il est sur le porche. La sonnette a retenti. Ce n'était pas un tintement poli. C'était une longue pression insistante. Qui diable est-ce? Demanda Julien, sa confiance vacillant pour la première fois. Ouvre la porte, ai-je dit. Maman a regardé papa. Papa a regardé Julien. Personne n'a bougé. Bien, je vais le faire. J'ai marché jusqu'à la porte, Bella s'accrochant à ma jambe. Je l'ai ouverte. Marcus Webb se tenait là, flanqué de deux autres hommes en costume sombre. L'un tenait une caméra vidéo. Bonsoir, a dit Marcus, sa voix portant jusqu'à la salle à manger. Je suis Marcus Webb, avocat représentant Sébastien Whitmore et une autre partie intéressée. Il est passé devant moi et est entré directement dans la salle à manger. La famille a regardé fixement. Un avocat le jour de Noël. Qu'est-ce que ça signifie? Balbutia papa, s'avançant pour bloquer Marcus. C'est une propriété privée. Sortez. En fait, dit Marcus, posant sa mallette sur la table juste à côté de la sauce renversée. Nous devons clarifier quelques idées fausses sur la propriété et sur la vérité. Il ouvrit sa mallette. Le bruit fut comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Qui sont ces gens? Cria maman. Pourquoi y a-t-il une caméra? Documentation, dit Marcus, pour l'affaire en justice. Affaire en justice? Julien rit nerveusement. Sébastien. Rappelle tes chiens. C'est ridicule. Tu te ridiculises. Asseyez-vous, Julien, dit Marcus. Il n'a pas crié, mais sa voix avait le poids de l'autorité que Julien n'avait jamais. Et vous aussi, Gérald, asseyez-vous. Je ne m'assoirai pas. L'ordre ne venait pas de Marcus. Il venait du coin de la pièce. Grand-mère Margaret s'est levée. Elle n'utilisait pas sa canne. Elle se tenait droite, le menton haut. L'acte de la vieille femme fragile tombant comme un lourd manteau. Mère. Papa semblait confus. Qu'est-ce que tu fais? Je reprends mon dîner, dit grand-mère, sa voix claire et forte. Et je reprends ma maison. Elle s'approcha de la table et se tint à côté de moi. Elle me prit la main. Sa prise était de fer. Procédez, monsieur Webb, dit-elle. Marcus hocha la tête. Il sortit une pile de papier. D'abord, dit Marcus, levant un document. Abordons les accusations d'incompétence de Sébastien. Vous affirmez qu'il joue, qu'il est instable. Tout le monde le sait, railla Julien. Demandez au cousin. J'ai ici, continua Marcus, l'ignorant, une comptabilité médico-légale des finances de Sébastien. Chaque centime du règlement de l'assurance est comptabilisé. Il est placé dans un fonds fiduciaire à faible risque pour l'éducation de Bella. Il n'a pas dépensé un centime. Il claqua le papier sur la table. Maintenant, examinons vos finances, Julien.
Le visage de Julien devint pâle. C'est hors de propos, n'est-ce pas? Marcus sortit une deuxième pile. Ceci est un rapport de la SEC. Vous êtes actuellement sous enquête pour fraude. Votre société d'investissement est une coquille vide. Vous devez 400 000 $ à des prêteurs privés. Vous avez 3 mois de retard sur votre loyer. Et cette Lamborghini à l'extérieur. Marcus regarda par la fenêtre. Le camion de la fourrière vient d'arriver. Elle est en train d'être remorquée au moment où nous parlons. Non, cria Julien, courant vers la fenêtre. Nous avons tous entendu le bruit des chaînes et le rugissement d'un lourd moteur diesel. Tu es fauché, Julien, ai-je dit, rompant mon silence. Tu es un escroc, et tu as essayé de voler l'argent de ma fille pour rembourser tes usuriers. La pièce éclata. Les cousins chuchotaient. Oncle Tom regarda Julien avec dégoût. Mensonge, cria maman. Mon fils est un succès. C'est un génie. C'est un voleur, Patricia, dit grand-mère, et toi, Gérald. Marcus se tourna vers mon père. Tu savais. Tu savais qu'il échouait. Alors qu'as-tu fait? Tu as hypothéqué cette maison. Tu as vidé les comptes de ton entreprise. Tu es en faillite, Gérald. Papa s'effondra sur sa chaise. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Je devais sauver la famille, murmura-t-il. Je devais sauver le nom. En détruisant ton autre fils, demanda grand-mère. En volant ta petite fille? Nous ne volions pas, cria maman. Nous n'empruntions que. Nous l'aurions remboursé. Avec quoi, ai-je demandé. Vous n'avez rien. Marcus n'avait pas terminé. Nous avons également des preuves numériques de la conspiration. Des emails, des SMS, le fil de discussion Opération Sébastien. Il distribua des copies des emails autour de la table. Ma cousine Rachel en lut un et halta. Tante Betty se couvrit la bouche. Tu l'as appelé pathétique, Rachel lut à haute voix, regardant maman. Tu as dit de le faire se sentir fou, pour qu'il signe. Tante Patricia, comment as-tu pu? C'était pris hors contexte. Maman sanglota. C'est daté de 2 semaines après les funérailles de Sarah, ai-je dit. 2 semaines? Pendant que je choisissais encore une pierre tombale, vous complotiez pour me voler. Julien se détourna de la fenêtre. Son visage était tordu de haine. Et alors? Et alors si nous l'avons fait? Tu ne mérites pas cet argent, Sébastien. Tu n'es personne. C'est moi qui ai la vision. C'est moi qui aurais pu transformer ces 2 millions en 10. Tu ne fais que l'accaparer. Ce n'est pas mon argent à accaparer, ai-je dit, c'est celui de Bella. C'est l'argent de la famille, cria papa, frappant faiblement du poing. Et je décide ce qui se passe dans cette famille. Je suis le patriarche. C'est ma maison. En fait, dit grand-mère Margaret, s'avançant. C'est la chose amusante avec les suppositions, Gérald. Tu supposes que c'est ta maison. Elle fouilla dans son châle et en sortit l'enveloppe que j'avais apportée. Elle la tendit à Marcus. Lisez-le, dit-elle. Marcus ouvrit le dossier juridique bleu. Ceci est le dernier testament de Margaret Helen Whitmore, mis à jour il y a 3 jours, annonça Marcus. Testament? Papa semblait confus. Mais tu n'es pas morte. Non. Grand-mère sourit. Mais l'acte de propriété de cette maison est à mon nom. Il l'a toujours été. Je vous ai laissé vivre ici, Gérald. Je vous ai laissé élever votre famille ici. Je pensais que vous seriez un bon gestionnaire. J'avais tort. Elle regarda papa avec une pure déception. Tu es faible, Gérald. Tu as laissé ta cupidité et la vanité de ta femme détruire cette famille. Tu as intimidé ton fils. Tu as traumatisé ta petite fille. Alors Marcus lut le document. À compter de immédiatement, Madame Margaret Whitmore transfère l'acte de propriété situé au 142 Oak Avenue, cette maison, à son petit-fils, Sébastien Whitmore. Le silence qui suivit fut absolu. On pouvait entendre la neige tomber dehors. Quoi? Maman murmura. Non. Julien secoua la tête. Non, c'est impossible. Papa possède cette maison.
Vérifiez les registres, dit Marcus. C'était un usufruit viager, révocable, et elle vient de le révoquer. Sortez, dit grand-mère. Elle ne me regardait pas cette fois. Elle regardait papa. Mère, tu ne peux pas être sérieuse, balbutia papa. Où irons-nous? Je ne sais pas, dit grand-mère froidement. Peut-être que Julien peut vous accueillir. Oh, attends. Il n'a plus d'appartement. Grand-mère, s'il te plaît. Julien tomba à genoux. Littéralement, l'arrogance avait disparu, remplacée par une panique pure. J'ai des problèmes. De vrais problèmes. Si je ne paie pas ces gens, ils me feront du mal. Tu ne peux pas les laisser me faire du mal. Tu aurais dû y penser avant d'acheter une Lamborghini que tu ne pouvais pas te permettre, dit-elle. Maman rampa vers moi. Elle me prit la main. Ses larmes coulaient maintenant à flots, ruinant son maquillage. Sébastien, bébé, s'il te plaît. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes tes parents. Nous t'aimons. Nous avions juste peur. Nous ne le pensions pas. Je la regardais. La femme qui avait dit à Bella que j'étais malade. La femme qui avait dit que Noël était mieux sans moi. Tu as dit à Bella que le monde serait meilleur si j'étais mort, dis-je. Je ne l'ai pas fait. Je le jure. Bella m'a dit, ai-je dit. Et Bella ne ment pas. Toi si. J'ai retiré ma main. Marcus, ai-je dit, combien de temps ont-ils légalement? Marcus vérifia sa montre. Puisque le transfert de propriété est effectif immédiatement, ils sont en infraction, mais comme c'est Noël, je dirais que 30 jours est généreux. 30 jours, leur ai-je dit. Emballez vos affaires. Vendez les meubles si vous le devez, mais partez avant le 25 janvier. Sébastien. Papa plaida. Fils, sois un homme. Aie pitié. Je le regardais. Je regardais la veine violette sur sa tête. Je regardais la peur dans ses yeux. Je suis un homme, papa, ai-je dit, je protège ma famille. Ma vraie famille. J'ai soulevé Bella. Elle enfouit son visage dans mon cou. Viens, grand-mère, ai-je dit, allons-y. Cet endroit sent la pourriture. Attends, cria Julien alors que nous nous dirigions vers la porte. Sébastien, prête-moi de l'argent. Juste 50 000. Je peux arranger ça. Je ne me suis même pas retourné. Nous sommes sortis dans l'air froid. Le camion de remorquage s'éloignait avec la Lamborghini jaune accrochée à l'arrière. Grand-mère a passé son bras dans le mien. Ça s'est bien passé, je pense. J'ai ri. Un rire vraiment sincère. Joyeux Noël, grand-mère. Les 48 heures suivantes furent un chaos d'appels téléphoniques et de messages, mais j'ai bloqué tout le monde sauf Marcus et grand-mère. Marcus s'est occupé des avis d'expulsion. Il était impitoyable. Il a découvert que papa avait détourné de l'argent du fonds de pension des employés du magasin pour payer les dettes de Julien. De plus, c'était un crime fédéral. Papa ne perdait pas seulement sa maison. Il risquait la prison s'il ne coopérait pas. Julien est entré dans la clandestinité. La rumeur disait qu'il séjournait dans un motel à 3 villes de là, essayant d'échapper aux usuriers. Ses amis en ville l'avaient abandonné dès que l'argent s'était tari. Mais pour moi, la victoire n'était pas liée à leur souffrance. C'était lié à la paix. 2 semaines après Noël, j'étais dans ma cuisine. La maison était petite, mais c'était la nôtre. Et maintenant, elle avait une nouvelle résidente. Sébastien a appelé grand-mère depuis le salon. Où as-tu mis mes aiguilles à tricoter? Vérifie le panier près du canapé, grand-mère, ai-je crié en retour. Elle avait emménagé avec nous le lendemain de Noël. Je ne reste pas dans ce mausolée avec ces vautours, avait-elle dit. D'ailleurs, j'ai besoin de quelqu'un pour cuisiner pour moi. Bella adorait la voir là. Elles étaient comme les 2 doigts de la main. Grand-mère a appris à Bella à jouer au poker. Ce n'est pas du jeu si tu gagnes, ma chérie, et elle lui a raconté des histoires sur les ancêtres, les vrais, pas la fausse mythologie que papa avait inventée. Un soir, j'étais assis sur le porche, regardant la neige fondre. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Bonjour, Sébastien. C'était papa.
Sa voix semblait brisée, petite. Que veux-tu, Gérald? Je ne l'ai pas appelé papa. Je voulais juste dire. Il a fait une pause. Je pouvais l'entendre respirer lourdement. Ils vont saisir le magasin demain. C'est fini. 30 ans. Je sais. J'ai dit, je l'ai fait pour toi, tu sais. Il a dit, le mensonge était automatique. Je l'ai construit pour toi et Julien. Non, Gérald. Tu l'as construit pour ton ego et tu l'as détruit pour Julien. Pourquoi me détestes-tu? Demanda-t-il. Cela ressemblait à une question sincère. Je ne te déteste pas, ai-je dit. Et j'ai réalisé que c'était vrai. Je te plains. Tu as passé toute ta vie à essayer d'avoir l'air fort. Et finalement, tu étais l'homme le plus faible de la pièce. Tu as laissé maman et Julien te manipuler. Tu as rejeté le fils qui t'aurait réellement aidé. Je peux changer, a-t-il dit. Si tu nous laisses garder la maison. Je peux changer. Non, tu ne peux pas. J'ai dit, et même si tu pouvais, je ne peux pas risquer Bella. Tu l'as terrorisée. Tu n'as pas de seconde chance avec la sécurité de ma fille. Sébastien. Au revoir, Gérald. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. Je suis rentré à l'intérieur. Bella construisait un château Lego sur le sol. Grand-mère dormait dans le fauteuil. Une écharpe à moitié finie sur ses genoux. C'était ça. C'est ce qu'un homme protégeait. Pas une réputation, pas un compte bancaire. Cela. 6 mois plus tard, le soleil d'été était chaud. Nous étions dans le jardin du grand domaine, la maison de grand-mère, mais elle ne ressemblait plus au domaine des Whitmore. Je l'avais rénovée. Être architecte m'a été utile. J'ai arraché les lourds rideaux de velours. J'ai repeint le bois sombre avec des couleurs claires et aériennes. J'ai transformé le bureau sombre de papa en une salle de jeu pour Bella, remplie de soleil et de jouets. Nous ne vivions pas seuls là-bas. J'avais transformé l'aile en appartement. Ma cousine Rachel vivait dans l'un d'eux. Elle s'était excusée à profusion et était en fait une aide précieuse avec Bella. Oncle Tom vivait dans le pavillon de la calèche. Il gérait maintenant le terrain. C'était une sorte de communauté, un domaine familial, mais construit sur le choix, pas sur l'obligation. Papa, regarde. Bella a couru sur l'herbe. Elle riait. Un vrai rire profond. Elle poursuivait un chiot Golden Retriever que nous avions adopté. Attention, ou il va manger tes chaussures, ai-je crié. Marcus est sorti sur la terrasse, tenant 2 limonades. Il était devenu un habitué de nos barbecues du dimanche. Tu as l'air détendu, a dit Marcus, me tendant un verre. Je me sens détendu, ai-je dit. Des nouvelles d'eux. Julien a été arrêté à Miami la semaine dernière, a dit Marcus, prenant une gorgée. Fraude électronique. Il risque de 5 à 10 ans. Et les parents vivent dans un appartement d'une chambre en Ohio, près de la sœur de votre mère. Ils vivent de la sécurité sociale. C'est une existence humiliante. J'ai hoché la tête. Je ne m'en suis pas réjoui. Je me suis simplement senti résolu. Justice avait été rendue. Tu sais, a dit Marcus, regardant la maison, ta grand-mère a encore changé son testament. Oh, mon Dieu. J'ai ri. Quoi maintenant? Elle le laisse au chien. Non. Marcus a souri. Elle l'a mis dans un fonds fiduciaire avec toi comme fiduciaire, mais la bénéficiaire est Bella. Et elle a ajouté une clause. Quelle clause? La clause anti-crétin. Je paraphrase le jargon juridique, mais essentiellement, si un membre de la famille se comporte comme un narcissique toxique, tu as le droit légal de l'expulser immédiatement. Elle voulait s'assurer que l'histoire ne se répète pas. J'ai regardé grand-mère. Elle était assise à l'ombre, regardant Bella jouer. Elle m'a vu la regarder et m'a fait un signe de la main. Je me suis approché d'elle et me suis assis sur l'herbe. Ça va, grand-mère? Je vais merveilleusement bien, a-t-elle dit. La maison respire à nouveau, Sébastien. Le sens-tu? Elle retenait son souffle depuis si longtemps. Je le sens, ai-je dit. Elle m'a tapoté la main. Tu as bien fait, gamin.
Sarah serait fière. C'était la première fois depuis longtemps que je pouvais penser à Sarah sans douleur. J'ai levé les yeux vers le ciel. C'était d'un bleu éclatant et infini. Oui, ai-je murmuré. Je pense qu'elle le serait. J'avais l'habitude de penser qu'être un homme signifiait ce que mon père disait que cela signifiait. Être stoïque, être dur, ne jamais montrer de faiblesse, gagner le plus d'argent. Mais en repensant à ce dîner de Noël, j'ai réalisé qu'il avait tout faux. La chose la plus forte que j'ai jamais faite n'a pas été de gagner des millions de dollars. Ce n'était pas de conduire une voiture rapide. C'était de dire non. C'était de me tenir dans une pièce remplie de gens qui s'attendaient à ce que je m'effondre et de choisir de protéger ma fille à la place. C'était de briser le cycle d'abus qui avait sévi dans ma famille pendant des générations. Mon frère Julien avait les voitures, les costumes, l'arrogance, et il a fini avec rien. Mon père avait l'autorité, la colère, le contrôle, et il a fini seul. J'avais le chagrin. J'avais la peur. J'avais une petite fille qui avait besoin de moi. Et parce que j'ai embrassé ces choses, parce que j'ai admis que j'étais blessé. Parce que j'ai demandé de l'aide à Marcus et grand-mère. J'ai tout obtenu. La famille n'est pas le sang. Le sang n'est que la biologie. La famille, c'est celui qui se tient à côté de toi quand la Lamborghini est remorquée. La famille, c'est celui qui te tend une serviette avec un numéro de téléphone quand on te fait du gaslighting. La famille, ce sont les gens qui t'aiment pour ta faiblesse, pas seulement pour ta force. Je regarde Bella maintenant, dormant en toute sécurité dans une maison remplie d'amour et je sais que j'ai fait le bon choix. Ils m'ont dit de partir et de ne jamais revenir. Alors je l'ai fait. J'ai quitté leur monde toxique et je ne suis jamais revenu, et c'est la meilleure direction que j'ai jamais prise. C'est le moment qui a tout changé, quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci d'avoir été patient et d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Vous êtes incroyable. Veuillez appuyer sur le bouton j'aime et commenter ci-dessous pour que je sache que vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin. Cela aide non seulement plus de gens à trouver l'histoire, mais cela me dit que mon expérience a eu un sens pour vous. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager. Hey man, love you streaming Game Skill. Would love to play with you. Add me up on Discord. Lord Game 50. He's speaking to me, I can tell. Yeah. He's in my chat, but really he's speaking to you. Well, I'm not Okay. streaming right now, so that's why they had to... Of course, of course. Ah! Damn. I just killed You an really invasive just species. punted that fucking bee. Oh, there's an alley. Why is it upstairs? Oh my god, they've Underlay, imprisoned them. underlay. Another horn. Onion crate. Good for getting onions for us to grow. There's another one of these fuckers. What's up, fucker? What does this one sound like? Wow, that's honestly terrifying. Thank you, Obi. This is when we declare war on the Silly Saloon. This is what we shall play as we ride in on our horses of doom. Well, where did he come from? They just keep spawning. Ah, I see. If it's designated as an illager zone, they'll constantly spawn around the one block that's like their area. Shall we journey onwards? Cave. You found a lush cave. There's a lush cave just near us and a glowing grotto. We should journey onwards. Let's kill this guy before he shoots at the horse. If you go to -3 at the bottom right of our map right now. Cave. On my map at least. -3. Where? Southeast, basically. Directly southeast. Oh, yes, I see. So we want to go southeast, which is this way. Go southeast.
Wait, where's my other one? Can I double horn? Oh, I can't double horn it. Another waystone. Perfect. It actually is kind of perfect. What the hell? And then that's the one we'll play when we declare victory over the Silly Saloon. So surely we just leave this, call this one Lush Forest, Lush Biome. Yeah. I think we have to replace it to name it, don't we? Maybe we Nope. can. You can just do it. Lush. Oh, never mind. You're right. I'm a liar. I'm sorry. No, I got it. Oh, But I renamed it. you were already mid to rename. Shift right click. Let's dig straight down. You can also do it by clicking on it and then clicking on the name, I think. Or maybe you've... I don't know. I don't know anymore.